Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui à cette table ronde qui va évoquer les sujets de finance durable. On a ici deux experts de la finance durable et plus globalement du développement durable. Alexis Gazzo de EY et Julien Duquesne de Natexis. Je vous laisserai peut-être vous présenter, c'est toujours plus facile et avec plus de détails. Nous attendons normalement aussi une troisième personne, Anne-Catherine Husson-Traoré de Novetic, qui ne devrait pas tarder. Vu le peu de temps qu'on a, je vous propose d'avancer tout de suite. Vous êtes là aujourd'hui ici au salon Talents for the Planet pour une chose, parce que vous croyez en la nécessité de travailler de travailler en perspective d'une transformation écologique de la société et notamment des business models. C'est possible, on doit le faire. Donc de toute façon, on est d'une certaine manière un peu obligé et on sait de toute façon que ça va être bénéfice pour la société. C'est bien là les piliers du développement durable. Alors, les événements de l'actualité, si on peut parler très facilement des sujets aussi qui nous importent et qui nous invitent à toujours se positionner dans une perspective de développement durable, nous appellent justement à agir toujours plus vite, toujours mieux, en ayant bien en tête les thématiques de développement durable. C'est un mot qui est un peu galvaudé, mais qui a toujours son intérêt. La crise ukrainienne nous invite par ailleurs à réfléchir à une transformation écologique et énergétique assez rapidement. On savait qu'on avait cet horizon de 10 ans vu le défi climatique. Et on sait encore plus aujourd'hui qu'on doit agir sans doute davantage, accélérer la marche pour pouvoir avoir finalement un bouquet énergétique qui s'inscrit véritablement dans le développement durable. Les rapports du GIEC aussi nous l'indiquent et celui qui est sorti la semaine dernière nous invite à toujours avoir en tête aussi la nécessité de devoir répondre aux défis climat et biodiversité. Alors je vais peut-être laisser la parole à Alexis et à Julien pour vous dire quelques mots sur globalement l'écosystème de la place de Paris. Anne-Catherine arrive. Ouais. Alors donc du coup, bonjour Anne-Catherine. Je vais peut-être laisser la parole à Alexis qui est de chez EY. Je te laisse te présenter, Alexis, et EY qui est un acteur qui permet aussi aux acteurs économiques de participer de cette transformation écologique, de réfléchir à de nouveaux business models pour répondre justement à ces défis. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien. Moi, j'ai du mal à m'entendre moi-même, mais bon, tant mieux si vous entendez bien. Donc, moi, je suis Alexis Gazzo. Je suis donc associé chez EY et je m'occupe de l'équipe Climate Change and Sustainability en France. Donc, c'est une équipe qui est dédiée au sujet de la transition énergétique, écologique, climatique. On est à peu près 150 en France aujourd'hui. Et on fait partie d'un réseau de 2000 personnes donc spécialisées sur ces sujets. Et en deux mots, on fait à la fois de l'audit et du conseil sur ces sujets de développement durable. Donc l'audit, c'est 1/3 de l'activité, le conseil 2/3, pour être très très schématique. Après, Marguerite, je comprenais que ta question, c'était aussi sur quels éléments de recul, de perspective on avait ou Oui, d'accord. Non, alors peut-être simplement pour évoquer une conviction personnelle, qui est que on traverse une époque qui est assez étonnante. Moi, ça fait 22-23 ans que je suis dans ce secteur. J'ai jamais connu un pareil alignement des planètes entre une volonté politique très forte sur, justement, tu l'as évoqué, sur l'urgence climatique, l'urgence écologique. Ça se traduit par des choses très concrètes qui sont notamment des nouvelles réglementations. Si je prends juste un élément qui est le Fit for 55 au niveau européen, donc l'idée de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 90, donc bien plus que ce que prévoit la SNBC française. Donc c'est un élément parmi beaucoup d'autres qui traduit cette volonté politique d'aller de l'avant. Il y a deuxièmement un autre aspect qui est un changement de mindset, d'état d'esprit au niveau des dirigeants d'entreprise. Et là aussi, je suis assez sidéré de ce que je vois, de ce que j'entends depuis quelques années. Ce n'est pas uniquement les dirigeants, c'est aussi le directeur financier, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, l'ensemble, on va dire,
du niveau COMEX, de la C-suite, qui effectivement aujourd'hui se dit, pour continuer à se développer, pour continuer à croître, pour continuer à gagner des marchés, ou alors simplement pour survivre, il faut qu'on se transforme et qu'on se transforme de manière durable, qu'on se transforme en se décarbonant. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a des moyens financiers très importants, et Anne-Catherine et Julien vont en parler, mais on a effectivement énormément de fonds publics ou privés qui sont prêts à soutenir des projets, des technologies bas carbone. Et on y arrive parce qu'aujourd'hui, ces technologies sont compétitives. C'est ça aussi qui me frappe, c'est que, je vais prendre l'exemple du solaire, mais le solaire, il faut quand même se rappeler qu'il y a 20 ans, on n'avait rien. Il y a 10 ans, on avait 70 gigawatts installés dans le monde. Et aujourd'hui, on a plutôt 800, 900 gigawatts installés dans le monde, donc plus que l'éolien, quasiment autant que ce qu'on a en hydroélectricité, 2 fois plus que le nucléaire mondialement. Et donc on voit que cette technologie, qui lorsque j'ai commencé à travailler était non existante ou complètement marginale, devient complètement centrale dans le business des énergéticiens. Et je pourrais faire la même chose avec le véhicule électrique pour les constructeurs automobiles. Aujourd'hui, le véhicule électrique à batterie en Europe a une part de marché qui est encore pas très importante, qui est de 9%. Si on ajoute les hybrides rechargeables, on passe à 18%, c'est-à-dire à peu près autant que la part de marché du diesel aujourd'hui. Et ce qui fait que des constructeurs comme Renault disent en Europe, en 2030, on sera 100% électrique. Donc voilà un petit peu les disruptions, les changements auxquels on assiste et auxquels on va encore assister pendant les années à venir. Oui, donc il y a les acteurs économiques, évidemment, qui ont compris qu'ils devaient se transformer. Ils ont besoin aussi forcément de la finance. Alors, il y a de l'argent. Il faut sans doute réorienter les flux financiers. On a un acteur de la finance qui est là et qui pourrait nous en parler, Julien. Que penses-tu? Comment la finance peut jouer un rôle concrètement et assez efficacement pour réorienter justement les flux et participer de cette transformation de l'économie? Ça marche? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Je vais élever la voix avec le micro. Je n'ai pas vraiment le retour. J'espère que vous nous entendez bien. Et donc rebondir sur ce qu'indiquaient Alexis et Marguerite. Juste un petit mot de présentation. Donc, moi, je m'appelle Julien Duquet. Je m'occupe d'une équipe au sein de Natexis. Natexis étant la banque dite du groupe BPCE, donc dédiée au financement des grandes et moyennes entreprises, de toute la financement de projets, le financement de marché, le financement des matières premières. Et on y reviendra, tous ces marchés, tous ces segments de marché aujourd'hui, effectivement, s'orientent très rapidement dans ces domaines, on va dire, dits de développement durable, et ce pour plusieurs raisons. Des raisons de fond, l'aliment des étoiles, des raisons d'obligation ou en tout cas d'engagement de certaines de ces sociétés, mais de plus en plus, on va dire, instillées, aiguillonnées par les régulateurs. Donc, on y reviendra également. C'est un élément absolument clé aujourd'hui d'accélération du développement de ce marché. Et donc, juste pour revenir sur cette équipe au sein de Natexis, on accompagne tout type d'émetteurs, entreprises, États, agences publiques, banques multilatérales, banques de développement, et ce pour répondre à ce besoin justement d'incorporer ces éléments de développement durable dans les financements. Peut-être un petit point juste sur les tendances de marché, c'est important dans le contexte. Aujourd'hui, on a une réalité en Europe où les marchés dits de financement, donc les facilités bancaires pour les grandes et moyennes entreprises, ou les obligations, donc tout le volet désintermédié, sans rentrer trop dans le jargon bancaire, sur les obligations donc émises sur les marchés. On voit aujourd'hui des taux de pénétration de l'ordre de 30, 40, voire 50% des instruments de financement dits durables. Juste pour vous donner des éléments donc, de contexte, il s'agit des obligations vertes, par exemple les obligations sociales, ou des prêts verts ou à composante environnementale que l'on appelle financement lié, par exemple. Aujourd'hui, on est en voie de standardisation et d'industrialisation de ces instruments financiers. Donc on a quasiment en France ou dans toute l'Europe continentale, ce sont les marchés les plus avancés aujourd'hui, mais on observe les mêmes tendances en Asie ou dans les Amériques. On a près d'une transaction sur 3 aujourd'hui, chaque jour,
qui comportent ces notions de durabilité. Après, on pourra discuter de ces notions. Est-ce qu'elles sont suffisantes, pas suffisantes? Notamment, il faut éviter, et on y reviendra, j'espère, tous les écueils liés au greenwashing ou au risque de greenwashing. Et donc, on reviendra sur la notion primordiale de recherche à la fois de transparence et d'impact de ces financements pour rejoindre les grandes orientations qu'Alexis indiquait. Mais aujourd'hui, cette tendance, elle s'impose dans le marché. Une banque comme la nôtre, comme d'autres de nos confrères ou consoeurs, on a un petit peu anticipé pour se dire il faut pouvoir accompagner ce mouvement, il faut pouvoir aussi l'inciter, l'aiguillonner et le faire auprès des équipes de nos clients ou prospects habituels, donc les directions financières, mais de plus en plus associer d'autres corps, on va dire, au sein de ces contreparties, donc la RSE par exemple, ou les relations investisseurs ou autres. Ce qui veut dire en retour, et c'est un peu, je crois, le sujet du jour, talent pour la planète, que les besoins en termes de profil, les besoins également et les ressources demandées par ces contreparties évoluent considérablement. Et aujourd'hui, on l'a vu ces dernières, on va dire, 3 ou 4 années, on voit une accélération d'un besoin de pouvoir partager ses expertises en commun, chacun jouant un peu dans sa partie et allant vers ces nouvelles expertises. Je vais vous donner un exemple, c'est un peu d'ailleurs le mien. Venir de la finance et aller vers l'univers de la durabilité en général, et inversement l'univers de la RSE, et Anne-Catherine pourra en donner des exemples également, qui doit incorporer ces notions de finance ou des notions également associées au reporting de ces impacts, d'où d'ailleurs un alignement pour l'ensemble des métiers associés au reporting financier et extra-financier. Tous ces éléments génèrent aujourd'hui des besoins assez nouveaux, ce qui veut dire qu'en termes d'expertise, il y a une vraie question aujourd'hui de pouvoir former ces nouvelles ressources, de pouvoir faire évoluer les ressources qui existent, de pouvoir faire des formations continues par exemple, et de pouvoir répondre à tous ces enjeux. Je vais m'arrêter là juste pour pouvoir... On voudrait surtout vous laisser le temps de nous poser des questions que j'espère on pourra entendre, mais pour pouvoir peut-être donner la parole à Anne-Catherine qui a pu nous rejoindre. Merci Julien. Oui, effectivement, Anne-Catherine, tu te présenteras, j'espère, tout de suite, afin que l'audience puisse savoir qui tu es déjà. Ça fait longtemps que tu travailles dans la RSE. Tu es une spécialiste de la finance durable. On a, comme Alexis et Julien viennent de le dire à l'instant, on a quand même un bouillonnement en ce moment. L'actualité nous le pousse évidemment à toujours aller plus vite et aller plus loin en termes de transformation des modèles. Comment tu perçois cette transformation ? Comment tu sens cet accompagnement par la finance auprès des entreprises? Et notamment, si tu peux nous dire un petit mot aussi de l'univers réglementaire. Il y a pas mal de choses à dire. Tout ça en 5 minutes. Tout ça en 5 minutes. Bonjour à tous, Anne-Catherine Husson-Traoré, je suis la directrice générale de Novetic et je vous prie d'excuser mon retard, je n'avais pas évalué la juste distance du métro. En fait, donc Novetic a eu 20 ans, et moi aussi, en octobre dernier, et donc effectivement je suis à même, mais comme mes voisins aussi, de voir comment tout ça a évolué. Quand on a lancé, alors Novetic c'est plein de choses, mais c'est un web média accessible à tous, soutenu par la Caisse des dépôts, qui fait aujourd'hui 22 millions de pages vues par an, alors qu'on pousse que des contenus et sur toute cette transformation. On est un centre d'expertise sur la finance durable qu'on a vu évoluer et dont on flèche les meilleures pratiques pour justement aider à repérer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase très particulière où tout le monde est plus durable que son voisin, tout le monde est plus vert que son voisin. Et la question qui est posée aux entreprises, aux investisseurs et finalement à tout le monde, c'est comment ceux qui font pour de vrai, et honnêtement ils existent, mais ceux qui font pour de vrai ont vraiment des difficultés à montrer leurs différences avec ceux qui étaient absolument pas durables hier, mais qui ont fait un grand coup de pinceau vert sur leur communication et en 24 heures, avec un bon marketing, apparaissent finalement assez similaires aux autres. Donc en fait, donc ça c'est vraiment un point important. Et nous, on était un lanceur d'alerte il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est par ce qu'on fait en termes de formation, d'information, de publication d'études. Et la formation est une activité qu'on a lancée en 2017 et qui a eu une accélération absolument phénoménale.
Et à la différence de mes deux voisins, nous, on est une toute petite PME, certes soutenue par la Caisse des dépôts. Et donc aujourd'hui, on a besoin de renouveler, on cherche des talents aussi, pour pouvoir faire le coup d'après, c'est-à-dire lancer notre projet du moment, qui est une grande plateforme visant à faire des services de formation, d'information. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est la disruption majeure à laquelle on est confronté, elle est finalement humaine. C'est-à-dire que oui, il y a tous ces grands mouvements et une accélération de la nécessité d'agir qui est là. En revanche, on a un sérieux problème. C'est pas tellement l'intention, en tout cas si on regarde le Green Deal, c'est avec qui on le fait. Et partout, dans toutes les boîtes, dans tous les financiers, dans les systèmes d'études. Je donne par exemple des cours et j'en ai donné un mercredi et j'étais frappée parce que je me suis rendu compte que c'est un master finance durable. Et en fait, je me suis rendu compte que les étudiants n'avaient pas du tout un enseignement qui leur permettrait vraiment facilement d'arriver, parce qu'ils ont des bouts, et en fait, c'est à eux de refaire l'organisation des bouts. Là où je veux en venir, c'est que en fait, les profils dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment les moutons à 5 pattes. Je sais, ça n'existe pas, mais il faut que ça existe. Transversaux, qui sont capables. On a besoin de gens qui sont capables de penser hors du cadre. Or, tout l'enseignement est passé sur... Vous êtes sur un rail, alors éventuellement, et c'est pour ça que les doubles compétences sont hyper recherchées, parce que déjà, a priori, c'est des gens qui sont formés à 2 logiques. Et personne, c'est un savoir qu'il est impossible de maîtriser aujourd'hui. Je pense être relativement experte sur le sujet, mais j'apprends tous les jours. Je remets en cause tous les jours ce que je sais pour essayer de comprendre jusqu'où c'est encore vrai. Et donc, les talents dont on a besoin, et c'est valable à tous les niveaux de l'entreprise, c'est ceux qui sont capables d'avoir des visions globales, de remettre en cause une certitude. Et la vraie maladie de l'entreprise comme des financiers, c'est dire on a toujours fait comme ça, et donc on va continuer. Et donc, eh ben non, on a toujours fait comme ça, et donc il faut être capable de faire autrement. Et la question évidemment, c'est comment on fait autrement. Et en fait, aujourd'hui, on a un autre problème pour en venir à la réglementation. Alors pour vous la faire super courte, la réglementation européenne elle-même est un puzzle. C'est-à-dire que l'idée initiale, j'ai fait partie du groupe d'experts qui l'a lancé en 2018. L'idée initiale, c'était très clair. On va prendre tous les millions de milliards qu'il y a dans la finance. On va faire une réglementation qui sert à les réorienter vers des modèles durables pour de vrai qui sont alignés sur le Green Deal, pour faire simple. Et donc, on va mettre en place un cadre qui va fonctionner comme ça. Sur le papier, en tout cas entre nous, nos 30 experts, ça tenait assez bien. On a fait un rapport, si vous voulez le lire, qui est sorti en janvier 2018 en anglais, qui vraiment, je pense, explique très bien comment on peut dérouler un plan d'action pour transformer la finance. Le problème, c'est qu'on est dans la réalité et que donc, entre 2018 et maintenant, il s'est élaboré une réglementation ultra complexe, ultra technique et qui est par bout. Alors, premier bout, la taxonomie. Vous avez peut-être entendu parler de ce référentiel. Donc là, c'est déjà plein de nouveaux métiers. La taxonomie, c'est un référentiel d'activité verte. Et il faut des ingénieurs capables d'évaluer si telle boîte, dans tel et tel projet, est compatible avec ce référentiel, si les projets d'investissement qu'elle a sont compatibles ou non avec la taxonomie. Tout ça, c'est vraiment des nouveaux métiers. Personne ne les fait pour l'instant. Donc il y a quelques boîtes qui s'y essayent, mais c'est vraiment compliqué. Ensuite, arrive un autre paquet qui est ce qu'on appelle SFDR, pour Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui est là des obligations d'information des financiers, banquiers, investisseurs, tous les clients d'Alexis et le métier même de Julien, qui eux doivent expliquer aujourd'hui quelle est la part verte, quel type de critères ils appliquent et comment, et ça sert à financer avec quel impact, quel type de choses. Et là aussi, c'est des nouveaux métiers, certes dans la finance, mais aussi dans toutes les entreprises qu'ils financent. Donc c'est à peu près tout. Moi, ça fait 3 fois que j'entends des banquiers, Banque Postale, mais pas que, Arkea, etc. Enfin, en gros, des banquiers qui disent, à un horizon de 5 ans, une boîte qui n'est pas là-dessus, qui n'a rien compris, qui n'est pas au courant, elle ne se finance pas. Elle ne se finance pas parce que ça va être trop compliqué, on va prendre trop de risques, et en plus, on ne pourra pas faire de reporting. Donc on est dans un moment où, en fait, dans 5 ans, un certain nombre de métiers seront même pas, et on va leur interdire ils vont pas trouver de financement, et ils vont même pas comprendre pourquoi. Donc c'est là où il y a aussi un gigantesque gisement d'entreprises à qui on explique ça. Et dernière brique, et après j'arrêterai là, mais j'essaie de faire la réglementation européenne en 3 minutes 5 secondes. C'est la CSRD, pour Corporate Sustainable Reporting Directive, qui est là la suite d'une directive qui existe, mais que pour les très grandes entreprises,
qui s'appelle Non-Financial Reporting Directive. Et la Corporate Sustainable Reporting Directive, elle est censée s'appliquer à 50 000 entreprises européennes et à abaisser le seuil qui est aujourd'hui au-dessus de 500, enfin, en gros, de commencer à intégrer les PME entre 250 et 500 salariés, qui aujourd'hui n'ont absolument pas ce type de compétences. Et elles vont devoir faire du reporting. Alors, faire du reporting, on s'en fout, j'allais dire, s'il n'y a pas de stratégie. Et donc aujourd'hui, pour répondre à des appels d'offres, pour comprendre quels sont les vrais risques auxquels est confronté son métier, en termes d'approvisionnement, en termes d'énergie, en termes d'éco-conception des produits, en termes de tout, et ce n'est pas des sujets abstraits pour demain, c'est des sujets ici et maintenant, et on n'a pas le corps social, les entreprises, on n'a pas tous les gens formés pour le faire. Donc on sait très bien qu'il va falloir former plein de gens sur le tas, j'allais dire, et donc nous on est là, je pense, aujourd'hui, parce qu'on fait déjà ça, et on recrute des gens pour le faire, mais pas du tout à l'échelle nécessaire. Et donc, il y a un gap qui va se faire très, très vite, en fait, et qui va être très intéressant pour vous qui cherchez, j'imagine, du travail ou une formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un sacré challenge. Non, merci vous nous beaucoup, entendez Anne-Catherine. vraiment Merci beaucoup. C'était un challenge aussi de tout rédiger, de tout résumer en 10 minutes, et tu l'as fait brillamment. Merci à toi. Je voudrais donner la parole à Alexis, justement. Chez EY, vous travaillez justement à accompagner ces acteurs qui ont besoin de répondre à la demande d'acteurs qui doivent faire mais ne savent pas comment. Donc voilà, je te donne le micro. Merci. Oui, alors effectivement, on a toujours l'impression que vous n'entendez pas. Donc moi aussi, je demandais tout à l'heure si vous entendez, parce que c'est pas évident pour nous. C'est bon. Oui, je voulais poursuivre en fait ce qu'avait expliqué brillamment Anne-Catherine, pour aussi expliquer ce que ça veut dire en termes d'emploi, de formation. Quand Anne-Catherine parle de cette CSRD qui va effectivement être transposée d'ici quelques mois et qui va vraiment changer la donne en termes de volume de data sur les sujets RSE qui vont devoir être reportés, qui va changer la donne en termes effectivement de périmètre d'application. Ça veut dire qu'effectivement, pour un responsable d'entreprise, pour un responsable du reporting, pour un responsable financier, il va se demander, il se demande déjà d'ailleurs, et comment est-ce que je vais faire pour effectivement à la fois maîtriser ces données, c'est-à-dire s'assurer que ces données sont fiables, comprendre ce qu'il y a derrière. Donc ça nécessite des compétences effectivement qui peuvent être parfois un peu techniques. Et puis aussi, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça de manière efficace et peut-être en automatisant, donc en ayant du digital, de la data, etc. Ce qui ouvre aussi à d'autres compétences. Et ça, c'est une vague qui est devant nous, et au niveau européen, bien sûr. Quand on prend la taxonomie qu'a évoquée Anne-Catherine, donc ça, c'est une application directe, hein, c'est un règlement européen, donc ça s'applique directement, c'est déjà entré en vigueur en partie. Nous, on a énormément travaillé auprès de nos clients sur cette taxonomie ces derniers mois. Et je trouve que c'est intéressant parce que Julien parlait des green bonds tout à l'heure. Pour moi, les green bonds, c'est l'un des éléments qui ont permis d'éveiller le directeur financier au sujet du développement durable, en disant finalement, c'est grâce au développement durable, à la RSE, que je peux lever des fonds avec des green bonds et puis ensuite avec des sustainability linked loans, etc. Et aujourd'hui, la taxonomie, c'est un autre élément qui fait que le directeur financier ou la directrice financière est obligé de se mobiliser sur ces sujets. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut des compétences qui maîtrisent à la fois des sujets parfois un peu techniques et puis aussi des sujets financiers. Et comme l'a dit Anne-Catherine, ce sont plutôt des moutons à 5 pattes aujourd'hui, c'est-à-dire des profils qui n'existent pas. Ce qui veut dire que, très concrètement, nous, on se met à recruter des profils chez nous qui vont avoir un profil double, un parcours double, c'est-à-dire à la fois un pied dans les métiers de la finance, qui sont quand même les métiers traditionnels d'EY, et puis un pied dans les sujets plutôt de développement durable. Donc on souhaite que ces personnes aient un parcours enrichi, un parcours augmenté, parce qu'effectivement on pense que le marché en aura besoin. Un autre élément très concret pour nous, c'est qu'on se dit finalement par rapport à l'ensemble de ces besoins qui vont être énormes, on va devoir former. Et donc là aussi, des programmes de formation, alors externes avec des instituts de formation, mais des programmes de formation internes en formant nos propres personnes, ça fait partie également des choses que l'on met en place. Et tout ça, enfin à nouveau, on revient beaucoup à un point qui se trouve derrière, qui est cette convergence entre les sujets financiers et extra-financiers. Ça fait des années qu'on en parlait ou qu'on entendait parler. Maintenant, ça se met en place et ça se met en place très concrètement. Voilà, donc je voulais partager ça parce que pour moi, c'est vraiment un élément qui fait quand même beaucoup changer la manière dont des sociétés comme la nôtre voient nos besoins en recrutement,
voit les profils dont on a besoin. Et du coup, on est beaucoup plus ouvert aussi, parce qu'on se dit finalement, un mouton à 5 pattes, ça ne se trouve pas. Donc, il faut peut-être essayer avec les moutons que l'on voit, si je peux me permettre, avec les candidats que l'on voit, arriver à les former chez nous pour, à partir de leur point de départ, qui est peut-être une expertise très technique, parfois une expertise très financière ou autre, effectivement, en faire un profil encore plus vaste, encore plus large. Peut-être pour illustrer également ce qu'Alexis et Catherine indiquaient, aujourd'hui on voit la martingale, c'est le mouton à 5 pattes à profil augmenté. Hein. On arrive à cette conclusion bientôt, mais plus généralement, on voit une accélération des formations, on va dire pour les plus jeunes d'entre nous, les plus jeunes on va dire en école de commerce, en université, école d'ingénieur aujourd'hui, où on voit émerger ces formations, on va dire doubles, avec une majeure finance, une majeure ingénieur, une majeure peut-être en droit, et de plus en plus s'adjoindre une expertise sur les sujets RSE, ESG en général. On va dire ça, c'est pour les parcours les plus récents qui se forment aujourd'hui. C'est très récent. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans des écoles, dans les universités. Je crois que nous tous en faisons. C'est quelque chose que l'on observe assez récemment. Donc, il y a une émergence aujourd'hui de ces profils qui vont pouvoir répondre à ces besoins qui sont en train d'évoluer et qui aujourd'hui doivent aussi, nous, dans les structures existantes, nous amener à réfléchir sur la manière dont on s'organise. Donc il peut y avoir en interne des actions de formation. Nous, c'est le cas, parce que moi, mon équipe, c'est directement de la finance durable, mais on s'appuie sur des relais en interne, des green captains ou des capitaines verts, donc près d'une centaine, qui vont être nos relais, auprès de qui on va démultiplier ces sujets-là pour que même dans leur pratique au jour le jour, intègrent ces notions-là, nous remontent des informations et puissent, on va dire, onboarder, accompagner les clients, faire passer les messages et en retour également structurer des financements avec ces composantes-là. Donc il y a un besoin de formation en interne, il y a un besoin de formation au-delà, c'est-à-dire que dans toutes les industries aujourd'hui, il y a un besoin de faire évoluer les expertises vers ces sujets. D'abord parce que, c'est l'urgence collective pour l'humanité. Je pense qu'il n'y a plus personne qui remet en cause ces sujets d'un point de vue scientifique. Que deuxièmement, c'est une conviction de plus en plus partagée qui rencontre un besoin et une quête de sens aussi pour la plupart des gens qui sont dans le monde du travail ou qui y rentrent. Et en général également de pouvoir toujours garder une majeure, donc ça c'est pour encore une fois des logiques plus de formation, une formation continue, c'est-à-dire de garder une majeure dans un domaine, marketing, juridique ou autre, et d'y adjoindre ces notions-là pour répondre à des enjeux qui sont multiformes. Catherine le disait, ça bouge tous les jours, la réglementation devient de plus en plus dense en Europe, mais ne cesse de se sophistiquer, par exemple. Les conditions également d'implémentation se sophistiquent. Et donc, en face, il faut des ressources multiformes. Ça veut dire que les organisations doivent être beaucoup plus flexibles aussi, s'organiser de manière, on va dire, beaucoup plus matricielle, c'est-à-dire que chacun doit sortir un peu de son rôle. Pour reprendre un peu des images un peu sportives, c'est jouer en dehors de son poste dans une équipe de foot, par exemple. C'est d'aller vraiment rechercher des choses qui ne sont pas directement de son précaré ou de ses fonctions premières pour aller répondre à ces besoins qui sont assez nouveaux. Donc ça veut dire également beaucoup de... Et là, on va rentrer dans des choses un peu plus ressources humaines qui m'échappent un peu plus parce que ce n'est pas ma pratique, mais beaucoup plus de soft skills, de capacité à pouvoir s'adapter, à travailler en groupe de manière beaucoup plus ponctuelle, à aller rechercher l'information, la mettre après à disposition de ces différents objectifs. Et ça, c'est vrai dans toutes les organisations. Juste pour finir, et je pense qu'Alexis en parlait tout à l'heure, le sujet qui va bien au-delà de la finance durable, c'est de regarder des organisations et de découper leur chaîne de valeur. Moi, c'est un peu mon travail quand je regarde comment accompagner une société sur des sujets de finance durable et de voir comment elle peut être beaucoup plus impactante. D'abord, d'être transparente sur le reporting et son impact environnemental ou social, et voir comment accompagner, pas seulement nous, mais toutes les parties prenantes, cette entreprise, cette banque, dans son cheminement, dans sa transition. Et donc, ça veut dire découper sa chaîne de valeur et donc travailler avec des experts de la supply chain, travailler avec des experts de DRH, des experts financiers pour pouvoir accompagner ce mouvement. Merci beaucoup, Julien. Je te laisse la parole, Anne-Catherine, avant de conclure rapidement et puis surtout de donner la parole à la salle. En fait, je voulais donner 2 exemples pour que vous mesuriez quel genre de job.
Hier, j'étais à divers événements et il y en a un où il y avait Europcar. Et la directrice d'Europcar expliquait que, en fait, elle a transformé le modèle d'Europcar en disant, en gros, nous, a priori, même si on est un loueur de voitures, plutôt considéré comme partie du problème parce que voiture émettrice de pollution, nana. Donc en fait, elle a transformé complètement la boîte en disant mais non, on est un vecteur de solution puisque justement on évite la possession de la voiture et en plus on peut maîtriser autant que faire se peut parce que sur les voitures électriques c'est hyper compliqué. Mais la logique, c'est-à-dire donc nous on peut mettre en valeur le côté mobilité durable et la voiture n'est qu'un élément de cette mobilité durable. Donc nous on vend du service de mobilité durable en renouvelant totalement notre parc et en s'adressant et en renouvelant notre service à la fois pour les individus mais aussi pour les entreprises, etc. Et elle expliquait donc comment aujourd'hui et que l'ensemble finalement du métier s'est complètement réorganisé, que les objectifs, y compris les siens, sont totalement différents et qu'en fait elle est en bon français incentivée sur le fait qu'elle réussisse ce plan qui est déjà à l'œuvre. Et finalement, et ça c'est un point important aussi, c'est qu'au-delà de cette réglementation compliquée qui nécessite des compétences quand même un peu particulières, aujourd'hui le fait de réinventer des modèles est absolument impératif parce que guerre en Ukraine, parce que prix de l'énergie qui explose. Aujourd'hui il y a des entreprises qui s'arrêtent de tourner parce que c'est plus rentable, parce que l'énergie est trop chère. Elles ferment l'usine, enfin elles ferment, on espère momentanément l'usine pour ça. Donc si avant elles avaient commencé à travailler sur la réduction de leurs besoins en énergie, par définition, elles pourraient continuer à tourner là. Et donc c'est en fait de ça dont on parle, c'est pas de choses très complexes. Il y a tous les niveaux en fait. Et l'autre exemple très intéressant, c'est une entreprise spécialisée dans la chimie verte, c'est-à-dire qui mesure sa performance environnementale avec le volume de pesticides évités, parce qu'elle travaille, pour vous la faire courte, sur des phéromones. Et donc eux, ils se sont lancés, oui, c'est passionnant. Donc ils se sont lancés, ils se développent extrêmement vite en France. Hein. Ils ont créé une Pheromone Valley dans le sud de la France. Et en fait, il expliquait qu'au bout de 3-4 ans, ils ont bien compris que pour financer leur développement, pour être compris, élu, enfin toute la démarche soit lisible, il fallait qu'ils formalisent leur démarche RSE. Donc la boîte continuait à se développer, ils avaient atteint un niveau suffisant pour pouvoir s'équiper en indicateurs, alors ils ont eu besoin de ressources d'ingénieurs, de gens spécialisés sur la RSE et de mettre à disposition un certain nombre de ressources ou de compétences. Et la notion de compétence est clé parce que le réflexe à l'ancienne, c'est on va créer un poste. Souvent, c'est pas tellement ça. Il vaut mieux peut-être agréger des compétences de personnes qui sont dans des postes différents de façon à obtenir ce qu'on veut. Donc, vous voyez qu'avec ces deux exemples d'une boîte très ancienne qui est présente partout dans le monde et une qui vient de se créer en France et qui se développe, à un moment, ça converge. Et à un moment, on a besoin de compétences particulières qu'on va chercher en externe. Donc, il y a aussi beaucoup de consultants, des grands avec des marques worldwide, mais aussi il y a plein de consultants spécialisés sur des sujets très spécifiques, climat, environnement, pollution, etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup Anne-Catherine. C'est toujours intéressant d'avoir des exemples concrets et qui illustrent véritablement la transformation de nos sociétés, des acteurs économiques et financiers, du besoin de toute façon de se transformer parce qu'il y a des crises géopolitiques, mais surtout parce qu'il y a la crise climatique auquel on doit faire face de toutes les manières. Donc on a besoin de moutons à 5 têtes, comme à 3 têtes, comme à 5 pattes, comme à 8 pattes. Je vois ici dans l'audience, voilà, je vois dans l'audience de toute façon des personnes, vous êtes aussi très différents et c'est de cette différence que naît la richesse et finalement qui répondra aux besoins justement de ces acteurs qui doivent se transformer. Donc on vous laisse la parole si vous avez des questions. Bonjour, j'avais une petite question sur la blockchain. Je voulais savoir quelle était la place actuelle ou à venir de la blockchain dans la transition écologique. Alors, le spécialiste de ça n'est pas ici, il s'appelle Stéphane Voisin, je crois que c'est celui qui a le plus travaillé là-dessus. Mais il pilote l'Institut Louis Bachelier, qui au sein de la place de Paris, de Finance for Tomorrow, etc., travaille sur ces questions de recherche. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un autre silo, j'allais dire, la blockchain.
Et il y a assez peu de travaux, je connais que les siens, qui essaient de théoriser, on va dire, la façon dont on peut s'appuyer sur la blockchain pour résoudre un certain nombre de problèmes. Très clairement, et c'est là où on manque, non pas de bras, mais de cerveau, on manque de cerveau aujourd'hui pour effectivement repenser, c'est la base de l'économie circulaire, mais on y pense toujours pour des objets. La base de l'économie durable, c'est effectivement d'utiliser toutes les formes d'énergie. Je sais pas, j'ai entendu parler par exemple d'un sac de couchage qui a été développé où pendant qu'on dort, en fait, l'énergie qu'on fait dans le sac de couchage, elle sert à recharger. Il y a une batterie et elle sert à recharger, par exemple, un téléphone ou autre. Et par exemple, pour ce qui se passe en Ukraine, ça serait, alors malheureusement, c'est un prototype, mais si on pouvait distribuer massivement ce genre de choses, ça pourrait aider les Ukrainiens à garder le contact. C'est vraiment tout ce genre de choses. Donc la blockchain fait partie des choses. Le problème qu'on a aujourd'hui, et l'exemple de la tech est le plus intéressant, c'est-à-dire que c'est un secteur extrêmement neuf, qui a exactement fait à l'ancienne, qui a développé un modèle absurde. Prenons Apple. L'idée, c'est d'avoir un nouveau téléphone toutes les 3 secondes et demie, ne gérant jusque-là pas vraiment tous les montagnes d'iPhone des versions précédentes qui sont plus valables. Et donc, on a aujourd'hui une pression qui doit s'exercer le plus possible des investisseurs, des consommateurs et autres pour justement mettre fin aux modèles qui, par nature, sont pas durables et il n'y a aucune façon qu'ils le soient. Alors, cela dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est Apple est en train de réfléchir là-dessus, est en train de repenser sa chaîne de valeur, et est en train de travailler sur le recyclage. Mais comme vous le savez sans doute, il y a énormément de matériaux et de produits toxiques dans un téléphone. Enfin, vous savez peut-être pas, hein, il y a de l'arsenic, par exemple. Et donc, c'est très compliqué de recycler un portable parce qu'en fait, c'est très dangereux. Et pour l'instant, on l'a laissé dans les parties du monde qu'on veut pas trop voir. Mais l'idée serait de le faire autrement. Bon, je devais faire une réponse courte. Ça fait donc 3 minutes. Je laisse. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Alors moi j'avais une petite question sur la taxonomie brune. Qu'est-ce que vous pensez de cette peut-être future réglementation ? Est-ce que vous pensez que respectivement les institutions dans lesquelles vous travaillez ont intérêt à ce que cette réglementation se mette en place ? Et éventuellement, si c'est pas trop long comme question, vous, quels sont vos leviers en termes d'influence, même politique, pour favoriser ou défavoriser la mise en place de ce genre de mesures ? C'est bon ? Je vais commencer par la fin de votre question sur l'intérêt ou pas et les leviers. Je pense que c'est surtout ça qui, à mon sens, est intéressant. Enfin, bien sûr, sur la mise en place, il y a des réflexions. C'est un tout, la taxonomie. Au démarrage, il y avait un focus sur un certain nombre de secteurs, d'activités. Il y a tout un listing. C'est une liste, Anne-Catherine en parlait, qui est extrêmement riche, et qui va se dérouler dans le temps, parce qu'il y a eu les premiers actes délégués, et ça va se dérouler et couvrir, donc pour partie, ces discussions sur les activités dites en transition et celles qui ne transitionnent pas, qui sont marrons. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire ? Oui. Est-ce que les banques, par exemple, ou plus généralement les gérants, voire bien sûr le monde de l'entreprise le font ? Oui. Toutes dans on va dire, différemment, avec des niveaux d'ambition différents. Je vais vous donner notre exemple, nous, à Natixis, où on a mis en place un Green Weighting Factor en interne, qui sert précisément, alors c'est notre propre taxonomie, mais on va la faire converger de facto vers la taxonomie européenne. De toute manière, on devra s'y conformer à terme pour des besoins de reporting, qui vise à qualifier les activités que l'on finance. Et ce, sur un prisme, que ce soit du financement d'entreprise en direct ou du financement de projet. Il y a 2 grandes typologies de financement. Et on regarde le niveau d'impact selon une couleur de vert foncé à marron foncé. Donc on a 7 plots intermédiaires. Et on fait une photo à un instant T. Ça, c'est un exercice qui est propre à Natixis, qui sera le cas, qui est déjà le cas au prisme de la taxonomie européenne et qui est, on va dire, relativement statique. Tu as ta vision de ce qui est vert, de ce qui est marron, avec des nuances entre les deux à un instant T. Ce qui est intéressant après, et c'est le vrai propos de la finance durable et plus généralement de la
une stratégie de développement durable, c'est la vision dynamique. C'est en gros, je me dis, j'ai un tiers d'activité verte, 2 tiers d'activité marron, d'où l'intérêt d'avoir une revue de l'ensemble des activités, et je me fixe un cap. Je me fixe un cap de neutralité, même si ça n'existe pas hein, comme concept, la neutralité carbone, mais au moins de neutralité au sens, je n'irai pas au-delà de 1,5 degré d'augmentation des températures en fin de siècle, à un cap de 2050, par exemple. Il y a aujourd'hui un consensus pour ça. Il y a beaucoup on va dire, d'initiatives avec ce cap qui est indiqué. Et je me mets des plots intermédiaires, c'est ça le plus important, pour piloter cet acte de transition, en fait, où je me fixe un cap à moyen long terme. Est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça fixe un cap. Et je vais réduire cette part d'activités qui soit transitionnent, soit sont marron. Donc pour répondre à votre question, oui, c'est à mon sens fondamental, parce que sinon on ne peut pas piloter qu'avec une partie que verte, parce qu'on n'adresse qu'une fraction de l'économie, une fraction de l'écosystème, au regard des besoins de la transition en général. Ça, c'est sur la partie, on va dire, active. Après, il y a l'autre partie, et là, c'est un autre débat qui va bien au-delà de la finance durable, sur les usages. Parce qu'en fait, la finance n'est qu'à l'image de l'économie et de l'activité humaine. Donc s'il y a autant de marron dans le bilan des banques ou des investisseurs et des gérants, c'est parce qu'on a simplement une économie et des activités humaines qui sont aujourd'hui pas compatibles avec un horizon viable à la fin du siècle. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces prises de parole. Il y a beaucoup d'experts du rôle de la finance dans la transition écologique qui défendent justement un petit peu ce que vous parlez sur les usages, à savoir que la finance, dans le sens où elle reflète l'économie réelle, ne fait que suivre réellement les évolutions des valeurs et des usages de l'économie réelle, et donc ne va pas être un driver de la transition écologique, mais en quelque sorte la suivre, et que ce ne sera en quelque sorte uniquement les changements donc d'usage et de valeur dans l'économie réelle qui ensuite pourront se traduire dans la finance. Ma question, c'était est-ce que vous, de votre côté, vous défendez la position inverse, à savoir que la finance peut driver la transition écologique, en tout cas sur les sujets d'impact physique, dans le sens où aujourd'hui, ce qu'on voit comme initiative, à savoir ce dont vous avez parlé, taxonomie, SFDR, etc., ce sont principalement des initiatives qui suivent ce qui se passe dans l'économie réelle et qui du coup mettent des labels, des certifications et des dénominations sur des évolutions physiques et donc ont du mal à tirer l'évolution physique et du coup succèdent à l'évolution physique. Est-ce que c'est ce que vous défendez ou non? Voilà. Alors, je vais peut-être dire un mot, je sais qu'Anne-Catherine va aussi s'exprimer là-dessus, mais si on prend la taxonomie, justement, vous avez soulevé ce point-là dont on a parlé. Moi, ce qui me frappe avec la taxonomie, c'est qu'effectivement, vous entendez pas là? Pas trop? Bon, effectivement, c'est quelque chose qui porte, qui est plutôt du reporting. On peut dire on prend le problème par le petit bout de la lorgnette. Mais si vous voulez, à partir du moment où une entreprise va montrer à ses investisseurs, dans ses relations investisseurs, qu'elle a telle part de chiffre d'affaires vert, telle part de capex vert, elle entre forcément dans une logique ensuite de progrès. C'est-à-dire qu'elle va avoir envie de montrer qu'il y a une progression, qu'il y a une histoire. Et ce que je mesure, c'est que depuis le départ de cette discussion, et c'était pareil avec les indicateurs ESG, finalement, effectivement, ça engage quand même une réflexion sur une transformation, sur une logique de progression. En se disant, mes investisseurs sont attentifs à ça, il faut que je sois encore meilleur l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est du reporting, mais c'est du reporting qui crée quand même de la transformation. Après. Alors en fait, 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, a priori, le secteur de la finance est un secteur suiveur. C'est pas à lui de définir les nouvelles règles du jeu. Mais sauf dans la période 2015, 2018, 2019. C'est-à-dire que à partir du moment où Mark Carney, qui était le gouverneur de la Banque de France et le président du Conseil de stabilité financière du G20, a dit aux banquiers centraux et à l'ensemble du secteur financier, le changement climatique est un risque systémique pour la finance. Là, il y a eu une inversion, c'est-à-dire il y a une panique généralisée dans le secteur financier ça leur est arrivé dans les modèles en se disant on a un éléphant dans la pièce et on l'a pas du tout évalué. C'est un éléphant, donc il va tout casser, mais on ne sait pas du tout quand, comment, pourquoi et dans quel sens. Et il y a eu vraiment un mouvement sans précédent. Le premier Climate Finance Day qui était à Paris en mai 2015, il y a des moments, je suis journaliste, il y a des moments où vous savez qu'il y a un truc qui bascule et ça en faisait partie. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez
à l'échelle du monde entier, des dirigeants de banques, de gérants d'actifs, mais aussi d'entreprises, qui se disent oui, on n'a pas vu arriver ça, qui en fait, on croyait que c'était un phénomène scientifique, en fait c'est un phénomène économique et financier qui va totalement disrupter l'économie réelle telle qu'elle est, mais aussi la finance telle qu'elle est aujourd'hui. Quand, comment, on ne sait pas trop. Et donc l'intérêt du secteur financier, c'est que c'est un secteur virtuel. Donc j'investis dans A, j'investis dans B. C'est quand même beaucoup moins compliqué que de transformer complètement une usine ou de transporter complètement une usine, ou etc., etc. Donc effectivement, ils sont devenus les leaders de cette transformation parce que et ils ont commencé à intégrer dans leur modèle des stress tests climat, des choses comme ça. En fait, la gueule de bois du moment, c'est de se rendre compte que oui, bah, c'est très bien, ils le font vraiment d'ailleurs, mais c'est pas eux qui vont transformer l'usine. Donc on a un truc qui va prendre beaucoup trop de temps en fait, là, et donc il faut absolument accélérer, parce qu'il faut que, certes aujourd'hui les banquiers sont en train de modifier les assureurs. Alors là je suis allée à un congrès des assureurs il y a 3 semaines, et alors là on est dans une situation fascinante, c'est-à-dire qu'en gros ils ont bien vu que les risques nouveaux, ils les connaissaient pas, ils savaient pas très bien les évaluer, donc ils n'assurent plus rien du tout, mais plus rien du tout. Exemple concret. Vous avez une usine de retraitement de déchets. Aujourd'hui, il y a un gros problème avec les petites batteries au lithium, des brosses à dents électriques ou autres, qui font que les usines d'incinération de déchets prennent feu. Et c'est un vrai risque qui existe, qui s'est matérialisé à Marseille il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, ils n'assurent plus. Donc, si vous êtes une entreprise inassurable, c'est un peu un souci, hein, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui, on est à un moment très compliqué, où effectivement la compréhension du fait que s'inspirer des modèles du passé, ce qui est le principe même de l'assurance, avec des calculs de probabilité, ça sert pas parce que les calculs de probabilité sont basés sur des hypothèses dont on n'a pas bien les scénarios. Donc il faut travailler autrement. Et en attendant, ce rôle de leader a montré ses limites parce que c'est pas eux qui peuvent porter la transformation, ils peuvent l'accompagner. Et donc on a besoin d'entreprises qui réinventent leur propre modèle et d'assureurs qui réinventent leur propre modèle. Je vais dire un petit mot, pas au nom des banques, hein, mais je pense que votre question elle est fondamentale. Elle reboucle avec la question un peu de ce panel. Hein. La banque, elle est à la fois, bien sûr, enfin la banque, les intermédiaires financiers en général, parce qu'aujourd'hui, ce sont les banques, mais ce sont beaucoup les gérants, beaucoup le monde du private equity qui prend également, on va dire, sa part du financement de l'économie, beaucoup aujourd'hui, quand on voit les encours. Donc l'univers des intermédiaires financiers sont suiveurs par nature en général et doivent attendre plusieurs choses. La première chose, c'est, Anne-Catherine en parlait, de basculer d'un univers volontaire qui est le nôtre dans la finance durable. Jusqu'à présent, c'était très volontaire. On allait récompenser ou pénaliser ceux qui ne faisaient pas la transition suffisamment rapidement. Donc ça, c'est mon job au jour le jour avec mon équipe, d'aller regarder ceux qui vont plus vite que ce qu'il leur est demandé, et ceux en accordance avec des objectifs, par exemple, compatibles avec les accords de Paris. Et si c'est le cas, on les récompense, on met des plots intermédiaires, on les suit, on a du reporting, et c'est le cœur du sujet de la finance durable. Mais ça, c'était sur base volontaire jusqu'à présent. On tentait de le faire grandir toujours, et à l'origine, c'était les investisseurs qui, depuis les premiers temps de la finance dite durable, étaient à l'origine de ce mouvement. Le vrai sujet, le deuxième et le vrai sujet, c'est le caractère obligatoire, coercitif. C'est le caractère réglementaire, légal. Et ça, c'est en train d'arriver. La taxonomie va s'imposer pour les besoins de reporting. Alexis en parlait. Donc ça va donner un point de départ. Je suis une société, mon activité verte, c'est 20% de mon chiffre d'affaires, 10% de mes investissements, 30% de mes OPEX. Ça, c'est à T0. Mais la vraie question, c'est ce que je répondais tout à l'heure au jeune homme, c'est comment je passe de cette photo à un instant T à un film animé au sens dynamique de j'augmente ma part verte et je réduis ma part qui n'est pas verte. Et ça, on n'y est pas encore en termes d'obligation, on y est en termes d'obligation de reporting, mais pas encore de vous devez vous conformer à telle obligation parce que simplement, il n'y aura pas d'autres scénarios. Alors, il y a la pression du marché, il y a effectivement la pression de la société civile. Ça veut dire des sociétés qui ne recrutent plus aujourd'hui ou qui ont du mal à recruter ou qui se retrouvent dans des sujets de réputation haute. Je vois qu'on me fait signe. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais en tout cas, les deux dernières questions étaient, à mon avis, au cœur du sujet. Merci beaucoup Alexis, Julien et Anne-Catherine. Merci beaucoup à vous. Au revoir.